Sabrina Sebaï, bonjour. Vous êtes députée NUPES et vous faites partie de la trentaine de parlementaires qui ont signé une tribune dans Libération qui appelle à la régularisation des travailleurs sans papier. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont les mesures qui sont présentées dans cette tribune et nous dire pourquoi vous avez choisi de la signer ? Oui, bonjour. Alors effectivement, cette tribune, il y a 3 principales propositions qui la composent. Donc la première, effectivement, c'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les domaines où on fait beaucoup appel à la main-d'œuvre sans papier. Donc c'est une mesure qui est importante, qui va changer la vie de milliers de personnes. Donc c'est une des mesures. La deuxième est de redonner le droit de travail pour les personnes qui sont en demande d'asile, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir travailler, nous les mettons nous-mêmes en situation de précarité. Donc, je pense aussi que c'est une mesure qui aura toute son importance. Puis la troisième, qui va concerner, elle, tout le monde, c'est de fixer un plafond de délai pour les rendez-vous en préfecture en ce qui concerne la demande justement de renouvellement de titre de séjour. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis députée sur la circonscription de Nanterre et Suresnes. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas sollicitée sur des retards sur la question du renouvellement de titre de séjour et où on a des personnes qui tombent dans la précarité parce que au bout d'un moment, leurs droits sont coupés. Je pense aux APL, je pense à d'autres, des personnes qui ont été licenciées parce que leur titre n'était plus valable, alors que ce ne sont que des retards en préfecture. C'est pas juste un bout de papier, c'est des vies entières derrière qui sont fragilisées suite à cela. J'ai même eu des personnes qui ont été licenciées parce qu'on avait des retards en préfecture sur leur titre de séjour. Donc je pense que cette mesure est extrêmement importante et elle va concerner énormément de monde. Et cette mesure, elle n'est pas déjà dans la loi immigration qui arrive ou qu'est-ce que vous attendez justement de cette loi en préparation ? Eh bien, de cette loi, on attend déjà que ces 3 mesures soient appliquées. Moi, si vous me demandez, moi je suis pour la régularisation de tous les sans-papiers aujourd'hui, bien évidemment. Je n'oppose absolument pas les deux. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à percevoir où veut aller le gouvernement. Quels sont les alliés qu'ils vont choisir pour faire passer ce texte à l'Assemblée nationale. Et moi, la réalité, c'est que je me dis, si on peut prendre, on va prendre le maximum de ce qu'on peut sur ce texte. Donc s'il faut batailler pour obtenir dans un premier temps la régularisation de ces travailleurs sans papier, leur réduction ou un plafonnement des délais d'attente en préfecture, eh bien nous nous battrons pour les obtenir. Et dans le cadre du débat, nous déposerons d'autres amendements pour aller encore plus loin sur ce texte. Mais est-ce que c'est entendable aujourd'hui, quand on voit l'arrivée massive de migrants à Lampedusa, plus de 6000 migrants qui sont arrivés ces derniers jours, de dire qu'on va encore multiplier la régularisation, les aides sociales, alors qu'il y a une crise, que de nombreux Français avec papier, eux, ont du mal à joindre les deux bouts. Est-ce que c'est quelque chose qui est entendable dans le débat aujourd'hui ? Alors, peut-être que c'est pas entendable, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question des conséquences de ce que nous produisons. Je m'explique. Aujourd'hui, on a un continent qui est l'Afrique, qui est énormément touché par la question climatique. C'est un continent qui émet 4% des gaz à effet de serre. Donc très peu, en réalité. Ils subissent les conséquences de notre activité. Donc on va avoir des pays entiers qui vont être dévastés par des sécheresses, par des guerres, des conflits, d'autres événements qui les poussent à émigrer pour la plupart d'entre eux. Donc jusqu'à présent, c'était plutôt des immigrations, enfin en tout cas des mouvements est-ouest. Aujourd'hui, ça commence à être, oui, des mouvements sud-nord. On a des questions qu'il faut régler. Par exemple, je pense à la procédure Dublin. L'Italie aujourd'hui qui fait face, et la Grèce notamment, qui sont les portes d'entrée principales au niveau de l'Europe, ces 2 pays sont en difficulté à cause de cette procédure Dublin. Donc déjà, ça c'est le premier élément. Vous me parlez de 6000 personnes. Est-ce que vous pensez qu'à l'échelle de l'Europe, nous ne sommes pas en capacité d'accueillir 6000 personnes aujourd'hui ? Moi je pense que oui, et on peut même en accueillir plus que ça. Donc la réalité, c'est qu'on va devoir faire face à de l'immigration. En tout cas, moi j'appelle ça plutôt des mouvements de réfugiés, parce qu'il va y avoir des conditions climatiques qui font qu'ils ne pourront plus vivre sur certains territoires. Et en fait, la réalité, la question qu'on doit se poser, c'est pas comment faire pour les empêcher d'arriver, mais comment créer les conditions pour les accueillir dignement. Et ça, on est en capacité de le faire. Ce sont des choix politiques qui ne sont pas faits aujourd'hui. Mais ce serait quoi les conditions ? Il faut un marché du travail qui fonctionne, il ne faut pas autant de chômage, par exemple. Il faut revoir le budget de l'État aussi. Enfin, quelles sont les conditions pour accueillir dignement des milliers de réfugiés climatiques ou économiques en Europe, par exemple ? Mais le marché du travail, il fonctionne. Vous voyez bien, je ne parle même pas des métiers en tension, mais il y a plein de secteurs
Aujourd'hui, vous avez par exemple des restaurateurs qui ferment faute de main-d'œuvre. Vous avez des hôpitaux qui sont dans une crise sans précédent. Le métier du soin, le métier pour la petite enfance, pour les personnes âgées. On a plein de secteurs qui recrutent et qui sont dans le besoin de recruter des personnes. Mais au-delà de ça, nous avons aussi un devoir de solidarité. C'est tout simplement une question d'humanisme, de se dire qu'on ne peut pas laisser des personnes mourir en mer comme c'est le cas aujourd'hui, parce que la réalité, c'est que la politique migratoire qui est mise en place aujourd'hui, et notamment Frontex, qui ne sert qu'à refouler plutôt que d'accueillir dignement, ne limite pas ou n'empêche pas la venue de ces personnes qui ne fuient pas parce qu'elles ont envie spécialement de venir vivre chez nous. Elles fuient parce que chez eux, c'est devenu invivable. Donc, c'est à nous de travailler justement à faire en sorte qu'elles arrivent dans de bonnes conditions et qu'on évite justement le nombre de morts, les milliers de morts qu'il y a en Méditerranée aujourd'hui. Il y a aussi la question du Maghreb, puisque de nombreux de ces migrants subsahariens parlent d'un racisme des pays d'Afrique du Nord, de vols, de violences, etc. Et donc ils préfèrent venir en Europe où ils espèrent être mieux accueillis. Mais on voit que l'accueil aujourd'hui, il n'est pas forcément meilleur. Quand on voit les tentes de nombreux réfugiés clandestins migrants, quand on voit ce qui se passe dans le nord de la France, on est loin du compte en réalité. Oui, mais là, on parle de la France. Je pense que on est quand même un pays qui se revendique d'être humaniste, la patrie des droits de l'homme. Justement, ça devrait tous nous questionner collectivement d'avoir des personnes qui sont dans des tentes, des enfants aussi qui sont dans des tentes, et pour lesquels, en réalité, nous serions en mesure de faire des accueils comme il se doit. Mais encore une fois, c'est une question de volonté politique. Si on y met les moyens, si on est ambitieux sur cette question-là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je ne vois pas pourquoi on accepterait de maintenir des personnes dans la peur, dans l'oppression, dans le fait qu'elles soient mal payées aussi parfois, parce qu'elles n'ont pas de papier, qu'elles acceptent tout et n'importe quoi, alors que ces personnes-là qui travaillent depuis des années dans notre pays pourraient tout à fait être régularisées, travailler, payer leurs impôts, participer à la vie économique de notre pays sans aucun problème. Alors, cette tribune, c'est pas toute la NUPES qui l'a signée, vous êtes membre de ELV. La France Insoumise n'a pas signé. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans les discussions? Alors moi, je vous avoue que j'étais pas forcément dans les discussions. J'en ai plus discuté avec Julien Bayou, donc c'est comme ça que j'ai été amenée à signer cette tribune. J'entends quelques camarades effectivement de la France Insoumise, mais pas que, aussi chez Europe Écologie Les Verts d'ailleurs, qui sont un peu circonspects, qui pensent qu'il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je suis d'accord, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des travailleurs, et si certains, je ne parle pas de mes camarades de la NUPES, ont intériorisé que les personnes qui nettoient nos toilettes ou qui font la plonge dans les restaurants doivent rester dans des conditions de travail déplorables parce que sans papier, eh bien je ne suis pas d'accord. Et moi, si on me dit demain, eh bien on peut faire passer le fait qu'on régularise des milliers de personnes, eh bien je prends. Voilà, je prends, mais je me battrai pour continuer à défendre aussi les autres. Mais il y a aussi, sur la cohésion de la NUPES, les européennes qui arrivent, et ELV a clairement assumé le fait d'avoir une liste à part pour les européennes. Comment c'est vécu ça dans le groupe Dans le groupe en général de la NUPES ? Je pense que il y en a qui sont exprimés ouvertement, donc on sait à peu près ce que pensent les uns et les autres sur la question des européennes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu un vote des adhérents et des militants Europe Écologie Les Verts, à plus de 80%, qui demandent l'autonomie sur cette élection des européennes. Donc moi, je respecte bien sûr ce vote des adhérents, je ne vais pas commenter ce vote, mais la réalité, c'est que moi, ce que je dis, c'est qu'il y a la séquence des européennes, qui est un scrutin très particulier, on est sur une proportionnelle à un seul tour, donc voilà, c'est un scrutin très particulier, mais que surtout, ce dont on doit discuter collectivement, c'est préparer la suite. Et pour moi, la suite, c'est déjà 2027, et c'est créer les conditions, justement, pour qu'en 2027, il y ait une candidature, que nous soyons au deuxième tour, et que nous gagnions cette présidentielle. Mais comment ce serait envisageable, s'il n'y a pas de liste commune aux européennes, d'envisager justement une liste commune en 2027 ? Est-ce que c'est pas là le début de la fin de la NUPES? Mais on parle beaucoup des européennes, mais je pourrais vous dire au sénatorial, il y en a qui vont chacun de leur côté, on aura les municipales. Je ne suis pas certaine que dans les 36 000 communes de France, il y aura des listes NUPES. J'ai envie de dire, ce sont les élections. C'est comme ça, chaque élection a son mode de scrutin, a sa particularité, a sa dynamique aussi, qu'elle soit locale, nationale, européenne. Ce sont le jeu des élections. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si on veut vraiment changer les choses, eh bien, la date de 2027, elle est cruciale pour nous, et c'est sur celle-ci qu'il faut travailler. Je pense que là, pour le moment, effectivement, tout le monde parle des européennes parce que c'est l'année prochaine et qu'on est vraiment dans cette temporalité-là, mais on sera, je le pense, tous responsables pour se dire que nous devons préparer 2027, nous devons faire en sorte d'être au deuxième tour et de gagner la présidentielle. Mais ça reste difficile si les listes
séparés des membres NUPES font pas un gros score, parce qu'il y a quand même un appel à l'union du côté NUPES pour les européennes. Oui, mais c'est une question de stratégie électorale. La NUPES, vous savez, quand elle s'est construite, c'était une coalition pour gagner le maximum de députés et faire en sorte d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que le mode de scrutin fait que c'est en y allant tous ensemble que nous pouvons gagner le maximum de députés. Les européennes, comme c'est un mode de scrutin à la proportionnelle, eh bien, certains pensent aujourd'hui qu'en y allant séparément, nous aurons plus d'eurodéputés. Donc la question, en réalité, c'est est-ce qu'on veut plus de députés européens NUPES ou est-ce qu'on veut une liste unique NUPES? Et ça, je pense, voilà, il y a des militants qui ont tranché la question, il y en a d'autres qui sont plus... Enfin voilà, c'est des stratégies différentes. Ouais, c'est aussi une vision différente de l'Europe, parfois irréconciliable. Parfois sur certains sujets, mais moi j'ai presque envie de vous dire, par exemple, si on prend la loi de programmation militaire, on a réussi à déposer des amendements communs, à travailler ensemble, y compris sur des sujets qui semblaient pas forcément évidents au départ. Ouais. Alors un autre sujet qui est important, c'est celui des violences dans le sport. Vous êtes rapporteuse de la commission d'enquête sur le dysfonctionnement au sein des fédérations sportives en France. Vous avez lancé un site Balance ton sport où les sportives et sportifs peuvent dénoncer des actes de violence sexuelle, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les récents témoignages et qu'est-ce que ça dit en fait du monde du sport à un an des JO ? Alors effectivement, depuis juillet, on a commencé à travailler dans le cadre de cette commission d'enquête, donc sur les dysfonctionnements au sein des fédérations et du mouvement sportif en général. Ce que je peux vous dire, c'est que les témoignages sont vraiment glaçants. Les premiers témoignages qu'on a eus sont terrifiants, même qu'on ait pu confier justement et laisser faire certaines choses au sein de certaines fédérations sportives. Et à côté de ces auditions qu'on a pu avoir à l'Assemblée nationale, nous avons reçu par ailleurs des témoignages. Des témoignages par tout type de canal, que ce soit, moi je sais que j'en ai reçu par Instagram, Twitter, Facebook, par mail, par d'autres collègues qui m'ont dit, voilà, le club chez moi veut être auditionné. Et en fait, avec la présidente, à un moment, on s'est dit, mais on ne pourra pas auditionner tout le monde. Mais pour nous, c'était important de dire à ces victimes ou à ces témoins que chaque témoignage compte. C'est pourquoi, en fait, il y a eu la naissance de cette plateforme, finalement, Balance ton sport. L'idée n'est pas du tout de remplacer ce qui existe aujourd'hui par le biais des associations ou la cellule du ministère des Sports. D'ailleurs, ça questionne, parce que, vous savez, sur les athlètes qu'on a reçus, ils nous ont dit ne pas avoir connaissance de cette cellule qui a été mise en place il y a 2 ans par le ministère des Sports. Donc voilà, quand on n'est pas au courant de là où on peut déposer les signalements, c'est quand même un problème. Et où on peut le faire? Alors c'est sur cette plateforme maintenant aujourd'hui? Alors cette plateforme, elle sert à recueillir des témoignages, et sur la plateforme, on redirige, en tout cas il y a les liens pour la cellule du ministère des Sports, sur le 119 également pour les mineurs, mais aussi on indique très clairement que s'il y a des victimes qui souhaitent aller plus loin, notamment sur des procédures judiciaires, eh bien nous leur transmettrons les coordonnées des associations qui travaillent aujourd'hui dans ce domaine-là, qui sont elles spécialistes pour traiter ces demandes. Mais voilà, la réalité, c'est qu'on a des témoignages qui sont extrêmement graves. Il y a une sorte d'omerta qui a régné pendant des années dans ce mouvement sportif. Donc voilà, on est à 1 an des JO. On a 2 sportifs notamment qui sont à l'INSEP dans la fédération d'athlétisme, qui nous ont dit que potentiellement il y avait des athlètes qui avaient été accusés dans des agressions sexuelles et qui sont aujourd'hui, semble-t-il, de ce qu'elles disent, protégés par la fédération d'athlétisme parce qu'ils sont potentiellement médaillables l'année prochaine. Donc qu'est-ce que ça dit de notre sport? Est-ce que c'est le prix qu'on doit payer pour avoir des médailles? Moi, je ne le pense pas, et je pense qu'on doit être très nombreux en France à ne pas le penser. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de dire que les fédérations jouent pas le jeu? Eh bien, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ce que nous disent les victimes, c'est qu'effectivement, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les victimes soient entendues, que le travail de signalement et le traitement administratif ou judiciaire soit correctement fait, parce qu'il y a encore des personnes visiblement qui sont en poste et qui ne devraient plus l'être aujourd'hui. Des entraîneurs, des entraîneurs, des personnes qui sont en contact de mineurs, voilà, qui ont eu des signalements, qui ont même des interdictions parfois de travailler auprès d'un public jeune et qui sont toujours en poste dans certains clubs. Et vous attendez un événement majeur, ou du moins une traduction dans la loi avant les JO, quelque chose, une sorte d'électrochoc dans le monde du sport? Eh bien, moi, je pense déjà qu'il y a un premier électrochoc. En tout cas, je l'espère fortement, parce que vous savez, on a aussi eu des sportifs qui étaient désespérés en nous disant ça fait 20 ans qu'on dénonce et il ne s'est rien passé. Donc,
Moi, ce que je veux surtout pas, c'est qu'à la fin de cette commission, on se dise, en fait, c'est encore une énième commission, mais en fait, il ne se passera rien. À la fin de la commission, en tout cas, nous, on est très volontaires là-dessus. On fera des propositions, qu'elles soient du point de vue législatif ou peut-être réglementaire. On verra comment ça se passe. Mais l'objectif, vraiment, c'est de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais dans notre mouvement sportif. Merci beaucoup, Sabrina Sebaï, d'avoir été au micro de Sud Radio aujourd'hui. Merci. Merci. Alors qu'Emmanuel Macron bloque la ville de Semur-en-Auxois pour sa visite aujourd'hui, c'est Fabien Roussel qui lui appelle à des mesures pour bloquer les prix et rendre du pouvoir d'achat aux Français. Il appelle même dans l'humanité, si tout cela n'était pas fait dans les semaines qui viennent, à envahir les stations essence, les grandes surfaces, les préfectures, parce que c'est l'État qui est responsable. Pour lui, c'est une question de légitime défense face à la montée des prix et il s'en est défendu sur France Info. On l'écoute. Pour moi, c'est une question de légitime défense. On se fait plumer comme de la volaille. Les prix de l'alimentation qui augmentent de 20%, les prix de l'électricité qui augmentent 30% l'espace de 2 ans, ça va durer combien de temps? Et on va se laisser plumer sans rien dire. Alors j'appelle effectivement à ce que on fasse de cette question sociale la rentrée du gouvernement, du président de la République et de tous ceux qui nous plument. Alors rassurons tout de suite Gérald Darmanin qui aurait peur d'un courant séditieux massif. Fabien Roussel déclarait déjà la même chose en 2021 et clairement ça n'avait pas été suivi des faits. On l'écoute. J'appelle les Français, j'appelle la population à se mobiliser et à se présenter devant les préfectures. Interpellons les préfets, faisons remonter au président de la République que la colère gronde. Alors, je ne vois pas en quoi aller dans les préfectures, les stations-service va changer quoi que ce soit, puisqu'il s'agit de la Banque Centrale Européenne, des taux directeurs, de l'inflation, parfois même des super profits du CAC 40. Mais Fabien Roussel appelle comme ça à l'insurrection. En tout cas, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été surpris de l'appel de Fabien Roussel. Fabien Roussel appelle à envahir les préfectures. Cette initiative violente est purement personnelle. Elle n'a été discutée nulle part, pas même au Parti communiste français. Je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer compte tenu de la violence qu'elle supposerait dans cette impréparation totale. Et c'est vrai que les émeutiers de juin n'ont pas attendu Fabien Roussel pour se rendre non pas dans les préfectures, mais dans les différentes boutiques qu'ils ont dévalisées. Alors, Roussel, Mélenchon, qui veut la révolution? Rappelons d'abord que le Parti communiste français a abandonné la doctrine de la dictature du prolétariat depuis 1976. En tout cas, il y en a une qui ne veut pas la révolution, mais qui est à 2 doigts de craquer devant ces invectives incessantes entre les membres de la NUPES. C'est Clémentine Autain. Elle est au bord du gouffre, on l'écoute. En fait, je suis fatiguée. Pardonnez-moi, je vous le dis, là même... Vous lui avez dit à Jean-Luc Mélenchon que vous étiez fatiguée? Je suis fatiguée de partout. C'est en fait, stop. Voilà, stop. Ras-le-bol. Fabien Roussel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon, donc on s'en sort plus. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce qu'on peut arrêter ça? Et quand vous leur dites? Et qu'un tel... j'en ai ras-le-bol. Voilà. Alors que Clémentine Autain se rassure, le clash à la NUPES, ce n'est pas près de prendre fin puisque Fabien Roussel, lui, a remis une couche, cette fois-ci contre Sandrine Rousseau en critiquant à demi-mot son véganisme. C'était dans Libération aujourd'hui. Rappelant que sa consommation de viande n'y est pour rien pour le climat. Voilà ce qu'il dit à Libé. J'ai encore mangé une bavette aujourd'hui, ça va brûler en Afrique, sans parler des riz de veau que j'ai mangé à Châlons. Est-ce que ça vaut bien un tremblement de terre à Haïti? C'est l'ambiance à la NUPES, c'est vraiment phénoménal. En tout cas, camarades, travailleurs, travailleuses, devant les préfectures ou pas, l'inflation, elle, continue. Et tout de suite sur Sud Radio pour parler avec nous de la visite en Corse de Gérald Darmanin et de la prochaine visite d'Emmanuel Macron. Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse, bonjour. Bonjour. Alors, Gérald Darmanin était en Corse hier et avant-hier. C'était pour préparer, dit-il, la visite d'Emmanuel Macron. Après 18 mois de discussion, il est question d'autonomie. Qu'est-ce que vous retenez finalement des déclarations de Gérald Darmanin et de cette première visite? Écoutez, je crois tout simplement que nous sommes dans une dernière ligne droite avant une clarification qui doit être celle du président de la République. Et dans cette dernière ligne droite, il y a effectivement une attente des Corses, puisque l'Assemblée de Corse a délibéré sur un projet très concret et précis à 75% des élus. Donc l'institution elle-même a délibéré et a fait œuvre de propositions. Il n'y a pas 2 propositions comme on l'a entendu, il n'y en a qu'une de l'institution, l'autre, celle de l'opposition minoritaire, existe mais n'est pas celle de l'institution. Et effectivement aujourd'hui, nous recherchons
un compromis politique, mais qui soit suffisamment fort pour qu'il soit conforme aux aspirations démocratiques et réitérées des Corses, puisque nous sommes les élus d'une grande majorité de l'île, et ça c'est un point, et puis qui permet d'avoir un projet qui ne soit pas une usine à gaz, qui ne soit pas un plat de lentilles, qui soit quelque chose qui permet de mordre sur la réalité économique, sociale et culturelle, et qui fasse enfin rentrer la Corse dans une nouvelle relation avec la République, une solution politique globale, comme on l'appelle de nos voeux, pour enfin sortir d'un cycle et rentrer dans un autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas, quand même, Gérald Darmanin parlait de 2 lignes rouges, la Corse dans la République et pas 2 catégories de citoyens. Est-ce qu'il n'y a pas là un blocage avec l'idée de la reconnaissance juridique du peuple corse et le statut de co-officialité de la langue corse ? Alors d'une part, je pense que s'il y a un blocage, il est plutôt culturel lié à la République jacobine. Et parce que je rappelle quand même que dans le droit constitutionnel français aujourd'hui, il existe une citoyenneté polynésienne, par exemple. Et pourtant, la Polynésie est encore dans la République française, il me semble. Il existe aussi une citoyenneté kanak, même si c'était dans l'optique d'un processus d'autodétermination, c'est un statut transitoire et qui existe. Et effectivement, la question de la langue corse, demande d'avoir une reconnaissance en droit dans l'espace public qui n'est pas satisfaisante. Mais là, je renverrai à ce que sont les débats internes, y compris au Parlement, sur la question de langue régionale. Je rappelle que la loi Paul Molac, par exemple, a été adoptée à une large majorité pour l'enseignement immersif des langues régionales, y compris contre l'avis du gouvernement et du ministère de l'Éducation de l'époque il y a 3 ans. Donc ça veut dire bien qu'il y a un débat contradictoire au sein même de la société française sur l'appréhension des langues minoritaires, régionales, historiques, et qui tente à aujourd'hui devenir majoritaire pour ceux qui prônent la diversité. Donc je crois qu'il faut pas diaboliser ces débats-là. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. La reconnaissance d'un fait historique, culturel, ce n'est pas l'indépendance. Ça a déjà existé en droit constitutionnel français lorsqu'il y a eu des conflits politiques à essayer de mettre en perspective. Et il faut rendre hommage, par exemple, à Michel Rocard, qui a eu cette hauteur de vue. Malheureusement, on constate que n'est pas Michel Rocard qui veut. On le constate aujourd'hui encore 30 ans après, dans la façon d'avoir des hauteurs de vue pour voir sur le long terme. Et effectivement, il y a une réconciliation à faire entre ce qu'est historiquement la Corse, ce qu'elle veut continuer à être, la perspective d'avenir qu'elle veut avoir pour sa jeunesse, lutter contre la spéculation foncière immobilière, parce nous sommes face à une œuvre de dépossession massive qui n'est pas équitable, qui n'est pas équilibrée, qui est injuste et sur lesquelles les insulaires face à laquelle vont se dresser. Et c'est pour ça que démocratiquement, il faut trouver une issue. Et comme nous voulons avoir des moyens d'agir localement sur la question des spécificités qui doivent avoir des règles propre pour résoudre des problèmes économiques et sociaux. Et cette façon-là de voir les choses peut s'entrechoquer effectivement avec une vision qui a toujours été technocratique, centrale, mais qui est un problème de voir l'égalitarisme et non pas l'égalité en droit. C'est un débat de fond qui pourrait ne pas concerner que la Corse d'ailleurs, sur d'autres territoires. Mais en Corse, aujourd'hui, nous sommes, à notre avis, à la fin d'un cycle où il faut avoir le courage du compromis politique. Et est-ce que c'est le moment, parce qu'on se rappelle des promesses en 2018 d'Emmanuel Macron, de l'inscription de la Corse dans un texte de révision constitutionnelle, est-ce que là, vous pensez que la prochaine visite du président de la République va être le moment de ces annonces et de ces avancées ? Je crois que depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on a vu que la façon de traiter le dossier Corse a conduit à la pire des situations, qui a été l'assassinat à Arles d'Ivan Colonne, alors que les demandes de rapprochement des prisonniers étaient légion de 2017 à 2022, alors que nous avertissions en tant que parlementaires, en tant que de la Corse, qu'il fallait se mettre autour d'une table, régler les problèmes structurels de l'île face à la demande démocratique issue des urnes. Ça n'a pas été entendu. Les faucons ont gagné face aux colombes au premier mandat et nous ont conduit à la pire des situations en mars 2022. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Ça l'a été, le sang a coulé, les choses ne sont pas encore réglées, la responsabilité de l'État en la matière est écrasante d'un point de vue administratif, il y aura une enquête judiciaire en cours, il y en a même 2 enquêtes judiciaires en cours, donc nous verrons ce qu'elles donneront, mais globalement, politiquement, cette façon de gérer de manière guerrière la Corse a été catastrophique et la responsabilité en incombe à la gouvernance centrale, pas à ceux qui demandaient le dialogue pour trouver une solution politique. Aujourd'hui, on pense que dans les têtes, les chemins ont été pris pour comprendre qu'il fallait atterrir sur quelque chose d'équilibré, d'historique, de novateur, et maintenant qui dédiabolise les choses et qui permet de mettre en perspective. L'autonomie, c'est la règle pour les îles méditerranéennes. La Sardaigne, les Baléares, la Sicile, la Sardaigne et la Sicile sont des îles autonomes italiennes.
Personne ne dit qu'elles vont avoir l'indépendance. Les Baléares aussi, c'est une île espagnole, ils ont un pouvoir normatif direct, fiscal, sur certains domaines qui leur permet d'avoir la responsabilité d'agir au plus près du terrain pour leur population et pour leur identité, le plus normalement du monde en Europe. Donc je crois que c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Nous pensons que du côté du gouvernement, du chef de l'État, il y a eu l'appréhension d'un certain nombre de questions de manière différente aujourd'hui. Il y a une nécessité aussi d'avancer face à des conflits ici ou ailleurs, en Corse, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, qui peuvent ressurgir faute de résolution de problèmes concrets de terrain qui créent des tensions, comme la dépossession foncière par exemple. Nous sommes aussi face à la fin d'un mandat d'un président de la République qui doit marquer son deuxième mandat, ce qui est normal, et avoir du résultat. Nous sommes membres, en ce qui nous concerne, du groupe Elliott, qui a créé les conditions à l'interne de ce groupe de compréhension de la question corse, mais aussi avec d'autres groupes. Nous avons des liens à gauche, à droite, au centre, y compris auprès de la majorité présidentielle. Nous avons véhiculé cette notion d'autonomie. Elle est beaucoup moins diabolisée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Donc les conditions politiques globales de dire que finalement la paix en Corse, une nouvelle relation entre la République et la Corse mérite ce point d'équilibre historique, il nous semble que ça a bien cheminé. Nous ne sommes pas loin. Maintenu. Bien sûr qu'au fur et à mesure qu'on approche des annonces, de la façon de voir les choses, on peut, sur un chemin de crête, basculer d'un côté ou de l'autre. C'est le danger des tensions, des rapports de force, aussi des petites logiques politiciennes qui peuvent intervenir face à un problème dont il faut voir la résolution sur le court, moyen et long terme. Est-ce qu'aussi le temps judiciaire sur l'affaire de l'assassinat d'Ivan Colonne pourrait aussi rebattre les cartes en fonction des avancées des enquêtes ? Effectivement, puisque c'est un enquête judiciaire suivra son cours, il y a ce qui s'est passé à Arles est grave, gravissime. Ce n'est pas simplement la rencontre fortuite entre deux détenus qui a conduit à une agression mortelle. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Nous l'avons montré avec le rapport d'enquête parlementaire que nous avons réalisé, co-animé avec Laurent Marcangeli et le président du groupe Horizon. Il y aura des suites certainement administratives, des suites certainement pénales. Il y aura des recherches de vérité beaucoup plus profondes que ce que laissaient entrevoir les hypothèses de départ. Donc effectivement, ce dossier-là va suivre son cours et nous serons évidemment attentifs en tant que parlementaires, en tant qu'élus de la Corse aussi. Mais en même temps, justement parce qu'il y a eu ça, qui clôture aussi 25 ans entre l'assassinat du préfet Claude Erignac et l'assassinat d'Ivan Colonne, d'un conflit grave sur les 25 dernières années, mais qui puise sa source dans la période contemporaine dans les 60 dernières années quand même. Oui. Il ne faut pas oublier l'histoire longue. Le conflit a été la règle, l'incompréhension la règle, les drames la règle. Eh bien, je crois qu'il faut aujourd'hui que l'ensemble des responsables politiques, en Corse et ailleurs, aient cette hauteur de vue, de se dire que le moment est venu. Je prends toujours la phrase de Victor Hugo qui me paraît importante. Il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée dont le moment est venu. Il nous semble que l'idée d'une autonomie raisonnée, équilibrée, qui respecte l'identité de la Corse, sa langue, sa culture, qui s'inscrive dans une nouvelle relation dans la République française et dans l'Europe et dans la Méditerranée, nous semble que cette idée est venue. Et peut-être que dans 20 ans, on dira tout ça pour ça et que ça sera quelque chose de normal et de pratiquer normalement. Et voilà, comme toute idée qui devient normale au bout de quelques temps. Alors on continue de parler avec vous Jean-Félix à Aquavive de la Corse bien sûr et de la future visite d'Emmanuel Macron. On va marquer une pause, on est sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant. Sur Sud Radio et on continue de parler avec Jean-Félix Aquavive, député de Haute-Corse, de la prochaine visite d'Emmanuel Macron qui sera en Corse à l'occasion des commémorations des 80 ans de la libération de l'île de Beauté. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était en Corse ces jours-ci pour préparer cette visite, comme il le disait, et pour bien sûr mettre sur la table la question de l'autonomie, comme on en parlait à l'instant. Alors, il y a cette question également, monsieur Aquavive, de la révision constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'elle est possible rapidement et qu'elle aboutirait finalement à satisfaire toutes les demandes aujourd'hui de l'Assemblée de Corse ? Je crois tout simplement qu'il faut faire œuvre de volonté politique, avoir le même état d'esprit du côté du gouvernement et du chef de l'État comme du côté de la Corse. Nous souhaitons un accord d'abord entre le gouvernement et le chef de l'État et la représentation élue de la Corse, notamment dans son fait majoritaire, qui va au-delà de la majorité territoriale de la Corse. D'aucuns disent, et quelquefois Gérald Darmanin dit, il faut 100% de l'accord entre élus, sachant qu'il y a des élus qui sont minoritaires dans l'île, qui sont très réfractaires à des évolutions qui nous semblent nécessaires, même si on faisait le pas de compromis. Ça, ce n'est pas la démocratie. La règle de la 100%, ça voudrait dire donner la prime à ceux qui, même très minoritaires, seraient source de blocage permanent et donc contrarierait l'œuvre de compromis politique, parce que si nous avons une délibération
qui est très sensé du 5 juillet dernier, sur lesquels d'ailleurs des forces politiques ont fait des compromis. Je pense des indépendantistes sont venus sur l'autonomie, clairement comme une concession. On peut encore évoluer, mais on ne peut pas aller à satisfaire le pouvoir de blocage donné à la minorité. Donc ça veut dire qu'il va bien falloir que le gouvernement, qui n'est pas un arbitre, qui est plus proche d'ailleurs de ces minorités-là sur le terrain corse en termes politiques, le gouvernement, Gérald Darmanin, est un acteur qui en valeur politique est plus proche des formations libérales, des fois républicaines, même qui sont source de blocage en l'île. C'est à lui aussi de faire preuve de conviction. On a un camp en face de nous, entre guillemets, dont il fait partie Gérald Darmanin, il est acteur et pas arbitre, et il faudra qu'il fasse évoluer cette position, parce que notre position, c'est de dire que le consensus politique, la convergence, oui, mais avec une majorité large, pas la règle du 100% qui soit source de blocage. Ça, c'est un premier point de difficulté, de vision des choses du côté du gouvernement, dont il faut qu'il sorte de sa zone de confort, clairement. C'est un premier point important pour arriver à un accord équilibré déjà entre la Corse et le gouvernement et le chef de l'État. Puis ensuite, effectivement, nous allons tous nous déployer pour la réforme constitutionnelle. Il est évident qu'il va falloir convaincre les forces politiques françaises. Nous avons un groupe parlementaire, le groupe Lyotte, qui récemment a quand même compté dans le débat sur les retraites. Comme je l'ai dit, nous avons quand même quelques transversales et quelques relations sur la question corse, comme sur d'autres questions d'ailleurs, avec des groupes, y compris des groupes politiques parlementaires qui sont largement opposés à la majorité présidentielle, qui peuvent nous suivre et qui sont d'accord pour suivre sur la résolution de la question politique corse. Donc ça veut dire que nous avons intérêt, si l'accord politique était équilibré, à agir dans ce sens. Et il faudra aussi, de notre point de vue, que les Corses soient consultés pour avis par référendum pour avis, pour que l'on puisse avoir une réforme constitutionnelle qui prenne en compte l'avis des Corses. Parce que nous n'avons pas peur, en ce qui nous concerne, de mettre toujours la démocratie au centre de la résolution du problème. On ne pourra pas faire des arrangements en catimini entre forces politiques ou élus pour intérêt politicien de quelques catégories d'élus qui voudront tel type de mode de scrutin ou telle chose pour être représentés, pour essayer de tordre le cou à la fin à l'exécutif de Gilles Simeone. Il faudra mettre au centre du jeu toujours ce qui est noble et nécessaire pour rendre les choses lisibles, la démocratie. Donc consulter les Corses, et si le oui l'emporte sur un accord équilibré, il va bien falloir que les forces politiques françaises, comme ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie, neutralisent un certain nombre d'enjeux et comprennent que le moment est venu. Parce que c'est un cheminement qu'il faudra adopter pour permettre cela. Mais aujourd'hui, le référendum auprès des Corses, il est possible dans les textes ? Il faut effectivement que la consultation pour avis des Corses est pour avis, est totalement possible aujourd'hui. Sur une question posée, ça a été le cas il y a 20 ans dans un autre, sur la fusion des collectivités, ça avait échoué de 500 voix dans un autre contexte politique qui n'avait absolument rien à voir avec aujourd'hui. Ça peut être fait encore aujourd'hui, évidemment. C'est un avis. Mais vous comprendrez bien qu'un avis des Corses favorable, par exemple, à un accord équilibré autour de l'autonomie législative, il faudra bien que les forces politiques du Parlement, qui certaines sont déjà très sensibilisées et favorables, comme je l'ai indiqué, puissent comprendre que le moment est venu à ce moment-là de déontologiquement, moralement, démocratiquement, de répondre enfin à cette question posée et le répondre en suivant l'avis des insulaires. Donc ce cheminement-là est très important pour éviter l'échec, pour éviter que la montagne accouche une souris, parce que vu les tensions qui existent sur un certain nombre de sujets en Corse, ça veut dire que la démocratie a échoué. Et c'est un mauvais message. C'est un mauvais message alors qu'il y a des possessions foncières en cours, il y a de la spéculation foncière, les jeunes ne peuvent pas se loger, c'est un mauvais message. Donc il faut que chacun fasse preuve de responsabilité. Il n'y a pas que les élus de la Corse. Et à partir de là, je crois que nous trouverions les voies et moyens de déboucher. Nous n'y sommes pas encore. Il est clair qu'aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est l'intention du gouvernement et surtout du chef de l'État. C'est déjà une intention importante comme point de départ qui permettra de poursuivre la discussion, qu'il n'y ait pas de blocage sur la question parce qu'il faut savoir que la réforme de la Constitution permettra d'inscrire d'une manière l'accord de la Constitution qui, selon l'intention du chef de l'État, permettra ou pas de continuer la discussion sur le contenu du statut de la Corse dans la loi organique, si la réforme est réussie, mais si la façon de prévoir la Corse dans la Constitution n'est pas satisfaisante de ce point de vue-là et tord le coup à la poursuite du débat, on aurait une crise, clairement. Donc ça veut dire que nous sommes dans une logique par étapes. Il y a d'abord l'intention du chef de l'État et du gouvernement face à la proposition des élus corses
très nettement majoritaire aujourd'hui, y compris partagée beaucoup plus qu'on ne le pense par de nombreux maires, présidents d'intercommunalités, par le corps social. Il peut y avoir encore des compromis politiques, mais pas sur l'essentiel. Il faudra chacun, y compris des forces minoritaires dans l'île qui étaient très arc-boutées, puissent sortir de leur zone de confort. Nous appelons de leur vœu qu'elles ne soient pas privilégiées dans une sorte de blocage, mais qu'elles sortent de leur zone de confort, parce que la paix vaut cela. La relation nouvelle entre la République et la Corse vaut cela, l'avenir de la jeunesse des Corses sur leur terre vaut cela, et pour le coup, la République française en sortirait largement grandie dans sa façon d'incarner ses valeurs, et non pas de les rendre toujours désincarnées ou déracinées, ce qu'on a pu voir sur d'autres domaines, comme les Gilets jaunes, comme la question de l'intégration. On voit bien qu'il y a un grand problème de désincarnation des valeurs de la République. Je ne veux pas rentrer dans un débat beaucoup plus global, mais quand même, la question Corse mérite une résolution dans ce sens-là, et d'autres sujets, comme la Nouvelle-Calédonie le mérite aussi. Donc, nous sommes à l'épreuve des faits, à l'épreuve des volontés, à l'épreuve de l'état d'esprit, et surtout voir des hommes politiques et des femmes politiques qui ont les moyens de regarder sur le long terme, et pas simplement sur un aspect de communication immédiat. Je crois que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas le risque d'avoir une déception qui, là, provoquerait sans doute de nouvelles tensions, et puis un fossé entre des jeunes générations et cette discussion politique qui ne satisferait pas beaucoup de Corses, finalement? Mais le risque est là. Le risque est là, notamment si on relativise le fait démocratique. Parce qu'on entend ici ou là, pour ceux qui ne voudraient pas avancer suffisamment, que oui, l'Assemblée de Corse, elle est élue, mais en fait, il y avait deux orientations présentes à l'Assemblée de Corse. Il n'y a pas eu le consensus. Non, quand une assemblée délibérante, un conseil municipal, un conseil communautaire d'une petite commune, une assemblée régionale et a fortiori une assemblée territoriale qui représente un corps électoral uni sur l'ensemble de l'île vote une délibération à 75%, au-delà de la majorité territoriale à l'exécutif de gestion, c'est une preuve de démocratie éclatante. L'institution a parlé. Donc il n'y a pas à relativiser. Quand on relativise, parce qu'on n'a pas la gestion du pouvoir et parce qu'on est minoritaire, quand on relativise le fait démocratique, il y a toujours un danger. Oui. La démocratie, c'est l'accepter qu'on soit dans l'opposition ou de la majorité. Prendre en compte l'avis de l'opposition, c'est ce que nous allons faire encore, bien entendu, mais dans le respect absolu des 75% qui se sont exprimés. Et ça, il faut que le gouvernement se l'applique à lui-même vis-à-vis de la Corse, comme les autres forces politiques, parce que c'est à ce prix de non tordre le cou à la démocratie, et y compris, entre guillemets, prendre le risque, parce que je ne crois pas qu'on prenne le risque à consulter le peuple, à demander l'avis des insulaires sur la question posée si l'accord est équilibré. C'est cela qui garantira justement le chemin et évitera les risques évidents dont vous parliez. Évident. Il faut avoir le même état d'esprit, de même arbitre. Et le même arbitre, c'est la démocratie et le peuple. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Félix Aquavive, d'avoir discuté sur Sud Radio avec nous de la question Corse et de la prochaine visite du président de la République. On suivra ça de près, bien sûr, et les annonces qui arriveront dans les semaines prochaines. Merci à vous. Merci à vous.